Pour le moment, on va peut-être attendre quelques secondes et là, je vais faire l'introduction. Bon, tu es habitué à ça et après, je vais... Ça marche. Merci bien. Alors, je pense que nous pouvons commencer. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, chères personnes qui ont décidé de s'inscrire à cet événement intéressant. Donc, je vous remercie d'être avec nous, même si c'est une rencontre virtuelle. En espérant que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les choses deviennent plus virtuelles, mais deviennent en personne. Donc, aujourd'hui, nous avons tout le plaisir, tout le privilège d'accueillir, je dirais bien, et je pèse mes mots, une étoile montante du droit international, un expert de renommée internationale dans ce domaine qui va partager avec nous ses réflexions sur un sujet compliqué, un sujet où s'entremêle l'histoire avec la sociologie, avec le droit. Donc, c'est le droit qui va être confondu avec l'histoire, avec la sociologie, avec la géopolitique et avec plusieurs aspects ou plusieurs domaines du savoir. Je parle du professeur Roger Coudé. Donc, le professeur Roger Coudé a généreusement accepté notre invitation et va partager ses réflexions avec nous sur cet aspect complexe qui touche non seulement le continent africain, bien que là, le sujet va porter sur comme le qualifier, le contentieux des droits de l'homme allant des préjudices historiques et il a choisi les cas spécifiques des sociétés africaines. Mais à mon avis, c'est ce paradigme ou cette manière de voir les choses peut être adapté, peut concerner toutes les sociétés parce que toutes les sociétés ont, ou presque, ont une histoire coloniale ou sous une forme quelconque d'hégémonie. Donc, nous avons tous les plaisirs de l'accueillir aujourd'hui au Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa. C'est un événement qui s'inscrit bien évidemment dans les événements habituels du centre. Et je me permettez-moi d'introduire notre cher invité, le professeur Roger Coudé. Donc, le professeur Roger Coudé est professeur de droit international. Il est spécialiste, bien évidemment, dans ce domaine. Il est tutélaire de la chaire UNESCO, Mémoire, Culture et Interculturalité à l'Université catholique de Lyon. Il est professeur à l'Institut des droits de l'homme de Lyon, où il enseigne le droit international pénal, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et la géopolitique. Il est directeur de publication de la revue Études interculturelles et auteur de nombreuses publications, notamment en matière de droit international, de droit international humanitaire et de droit des libertés fondamentales. Il est par ailleurs expert auprès de plusieurs organisations internationales et non gouvernementales. Il est souvent invité par plusieurs universités, que ce soit en Afrique, en Europe, ainsi qu'au Proche-Orient et au Moyen-Orient, donc au Proche et au Moyen-Orient, pour donner des cours dans ces domaines d'expertise. Il a publié dans ces domaines, je note ou je cite tout spécifiquement son ouvrage sur le discours sur la paix, la justice et les institutions efficaces. C'est un ouvrage qui a été préfacé par le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, que vous connaissez tous. Il a publié également la fondamentalité des droits de l'homme. Il a publié le droit de l'homme, un défi permanent. Donc, je ne vais pas citer
toutes ces publications, c'est toute une liste pour vous dire que nous sommes choyés, nous sommes vraiment privilégiés de l'avoir avec nous pour nous parler, pour partager avec nous ses idées sur ce sujet, et je le répète encore, complexe et qui touche de, pour aujourd'hui, qui touche les sociétés africaines et qui est un sujet toujours d'actualité. Donc, cher Roger, merci infiniment. Au nom du centre, je vous remercie chaleureusement. C'est très gentil, c'est très apprécié que vous acceptiez notre invitation. Donc, sans plus tarder, je vais vous céder la parole. Encore une fois, bienvenue. Merci. Merci infiniment, monsieur le professeur Fatali, cher Jaber. Je suis sincèrement honoré de l'invitation que vous avez bien voulu m'adresser afin de partager avec votre public, le public de votre centre, quelques réflexions autour d'une question qui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, est une question complexe, est une question délicate, qui a aussi la particularité de fédérer plusieurs disciplines. Tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je tiens donc à vous remercier très sincèrement, à remercier toute votre équipe de l'accueil que vous me réservez, même si nous sommes en virtuel. Les échanges que nous avons eus témoignent d'une très grande proximité, non seulement intellectuelle, mais humaine, et je tiens à m'en féliciter. Vous me permettrez, à l'occasion, de remercier très chaleureusement Madame Caroline Fauché pour tout ce qu'elle a mis en œuvre pour rendre possible cette conférence. Merci infiniment, Madame Fauché, de votre soutien à l'organisation de cet événement, et à saluer aussi votre professionnalisme, parce que je sais que c'est des questions extrêmement délicates, l'organisation d'un tel événement. Je dois donc échanger avec vous autour de la question portant sur le contentieux idéologique des droits de l'homme à l'aune des préjudices historiques, le cas spécifique des sociétés africaines. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Fatali, on pourrait tout à fait remplacer les points par les mots convenables, étant donné que le système colonial est un système qui, disons, que ce soit la colonisation ou l'esclavage, sont malheureusement des phénomènes qui ont marqué de nombreuses sociétés à travers le monde. Nous avons fait le choix de traiter de ce cas parmi bien d'autres cas, bien évidemment. Et donc, l'élément commun ici qu'il faudrait souligner d'emblée, c'est la dimension mémorielle du débat, c'est-à-dire cette question ayant trait à la mémoire et au préjudice du passé. Donc, nous voulons souligner le caractère délicat de ce sujet, notamment en raison des tensions ou des malentendus qu'il suscite parfois, lesquels sont à l'origine de nombreuses autres réticences et même des récusations du principe de l'universalité des droits de l'homme dans certaines de leurs expressions concrètes. Je voudrais dire par là que ce contentieux auquel nous faisons allusion au sujet des droits de l'homme, notamment dans les relations entre le continent africain et le monde occidental, en particulier l'Europe occidentale, se traduit parfois par des réticences, des malentendus et des récusations, parfois dans la mise en œuvre de ces droits de l'homme dans certaines de leurs expressions, pour des raisons multiples que nous allons essayer de décliner. Le contentieux entre l'Afrique et l'Occident au sujet de l'universalité des droits de l'homme, auquel nous faisons allusion, donc, est possiblement de deux ordres principalement, à savoir, premièrement, la dimension idéologique qui consiste à faire valoir à chaque fois une conception proprement africaine des droits de l'homme avec quelques éléments de réponse que l'on peut retrouver notamment dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que dans les instruments additionnels à la Charte africaine. Deuxièmement, ce contentieux se situe aussi sur le plan opérationnel, en particulier au cours de ces dernières années, au sujet de la mise en œuvre de la justice pénale internationale dans toutes ses dimensions, où plusieurs affaires ont donné lieu à de véritables crises diplomatiques, politiques et diplomatiques entre les dirigeants du continent africain et le monde occidental. Comment donc comprendre ce contentieux idéologique au sujet des droits de l'homme avec des conséquences sur le plan opérationnel? Comment donc comprendre ce contentieux au vu notamment du principe de l'universalité des droits de l'homme et des garanties de protection tels qu'ils ressortent des instruments juridiques internationaux irrélatifs,
voulu par l'ensemble de la communauté internationale, y compris par les États africains qui en sont parfois des acteurs majeurs. Si nous prenons l'exemple du statut de Rome et institue la Cour pénale internationale, nous avons l'habitude de rappeler que le premier État au monde à avoir ratifié ce statut de Rome, c'est l'État africain, c'est l'État du Sénégal. Donc les États africains ont témoigné souvent d'un certain volontarisme en matière de promotion des droits de l'homme, mais en même temps, ce contentieux intervient de façon récurrente dans les relations que l'Afrique a avec le reste du monde, en particulier avec le monde occidental. Notre démarche consiste tout d'abord à essayer de comprendre le ressort ainsi que les différents paramètres de ce contentieux relatif aux droits de l'homme entre l'Afrique et l'Occident, d'en donner un certain nombre d'éléments explicatifs à partir de quelques hypothèses d'analyse. Ça sera la première étape de notre raisonnement. Nous tâcherons ensuite de comprendre le positionnement des États africains au sujet des droits de l'homme à la lumière du système africain de protection des droits qui, faut-il encore le rappeler, a vocation à incarner une vision, je cite, proprement africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais avant d'aborder ces deux étapes de notre analyse, il importe d'ouvrir une petite parenthèse pour indiquer que la crédibilité d'une personne, d'une société, d'une culture, d'une religion, d'un État, d'une institution, quelle qu'elle soit, dépend fondamentalement de sa capacité à assurer une certaine adéquation entre le dire et le faire. Aussi, si l'on observe une rupture quelconque, notoire, entre le dire et le faire, quelle que soit l'importance et la valeur de ce qui est dit, cela apparaît inévitablement comme non crédible, voire comme de l'imposture. Il en est de même pour les promoteurs des droits de l'homme, qu'il s'agisse des militants, des organisations non gouvernementales, des États, des organisations internationales, au sujet des droits de l'homme, dont ces droits que l'on déclare universels et d'application universelle en faveur de tous, sans distinction aucune, notamment de culture, de religion, de sexe, d'ethnie, etc. La formule est connue. La crédibilité est donc l'élément transversal de notre propos au sujet du contentieux relatif aux droits de l'homme entre le continent africain et le monde occidental en particulier. Première étape donc de notre propos. Les bases explicatives du contentieux idéologique des droits de l'homme entre l'Afrique et le monde occidental. Comment comprendre ce contentieux ainsi que ses conséquences au vu notamment des réticences, des récusations et des tensions récurrentes entre les États africains et le monde occidental au sujet des droits de l'homme pourtant déclarés universels. Et comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, parfois les États africains sont eux-mêmes à l'origine de certains instruments juridiques internationaux au sujet des droits de l'homme. Donc comment comprendre en même temps ce contentieux? Nous partons de l'idée que l'une des clés de compréhension de ce contentieux réside en particulier dans deux faits historiques majeurs pour l'Afrique, qui sont aussi des expériences particulièrement tragiques que le continent africain et au-delà, l'humanité est connue au cours des siècles précédents, à savoir, premièrement, l'esclavage transatlantique et la traite négrière. Ça sera la première composante de cette première partie. Deuxièmement, la colonisation, c'est-à-dire le système de domination des peuples par d'autres peuples, étant donné que le continent africain reste profondément marqué, aujourd'hui encore, par la colonisation qu'il a subie. J'ouvre une parenthèse pour dire que le partage colonial de l'Afrique a été décidé en dehors du continent africain au cours d'une conférence, la fameuse conférence de Berlin, 1884-1885, au cours de laquelle les nations européennes se sont entendues pour se partager le continent africain, et cela ne s'est pas fait dans la convivialité, comme nous le savons tous. Tout cela s'est fait sur la base d'une certaine légalité internationale. Je rappelle que c'est au cours d'une conférence internationale que l'on a décidé du partage de l'Afrique, et ce droit international, dans cette légalité internationale, sur la base de laquelle on va se réunir et sur la base de laquelle on va se partager
continent, cette légalité avait des bases exclusivement occidentales, mais ce droit international, ou en tout cas ce qui tenait lieu de légalité internationale, va être imposé aux autres peuples qui n'étaient pas associés ni à sa conception, ni à sa mise en œuvre, et l'Afrique va en payer le prix. À ces tragédies, l'esclavage et la colonisation, donc, viennent s'ajouter des faits actuels liés, entre autres, au déséquilibre notoire, et dans tous les domaines, des relations entre l'Afrique et le monde occidental. Nous parlons de déséquilibre dans tous les domaines pratiquement, économique, politique, diplomatique, etc. Ça sera donc la troisième composante de cette première partie. Donc, premièrement, le passé esclavagiste de l'Occident, qui est souvent rappelé dans ce contentieux, dans cette confrontation idéologique, le passé colonial et esclavagiste de l'Occident est rappelé à chaque fois. Et donc, c'est un élément qui nous interpelle, donc, qui nous interpelle comme possibilité d'explication de ce contentieux. L'esclavage était une entreprise méthodique de négation de la valeur et de la dignité de la personne humaine noire. Il y a toute une construction idéologique, tout un discours intellectuel ou intellectualisant au sujet de la supériorité de l'homme blanc et inversement de l'infériorité de l'homme noir. Et donc, c'est une entreprise qui a été construite de façon méthodique destinée à contester son humanité à la personne humaine noire. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat, nous le savons tous. Et donc, cela va durer, et c'est important de le rappeler, cela va durer des siècles. Ce n'était pas un accident de parcours, ce n'était pas un accident d'histoire. C'est quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs siècles. Et donc, tout cela au mépris de toutes les lois, y compris du droit interne de certains États qui ont pratiqué, disons, cette traite des êtres humains. L'esclavage étant la négation des qualités et des droits qui font de toute personne un membre à part entière de l'humanité, cette pratique figure parmi les oppositions les plus notoires à l'esprit même des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des droits de l'homme tout en pratiquant, par exemple, l'esclavage. Il y a quelque chose de contradictoire, puisque l'esclavage est l'une des oppositions les plus notoires à l'esprit même des droits de l'homme, tels qu'ils ont été proclamés, notamment dans les textes dits fondateurs, notamment les textes du 18e et 19e siècle, la Déclaration américaine d'indépendance et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pour citer ces deux principaux textes. Certes, ces deux textes, que l'Occident tient pour des avancées civilisationnelles majeures, ont tous les deux posé déjà le principe de l'égale dignité de tous les hommes, de tous les êtres humains, ainsi que la liberté comme le fondement même sur lequel l'idée des droits humains inaliénables prend source. On retrouve cela aussi bien dans la déclaration de 1776 que celle de 1789. Cependant, pour des raisons qui dépassent l'entendement humain, l'Occident va parfaitement s'accommoder de la pratique de l'esclavage et l'a même amplement développé en plein siècle dit des Lumières, par exemple, tout en se prévalant des principes et des valeurs proclamés dans les mêmes textes, dans les textes que je viens de citer. Si l'esclavage est aujourd'hui non seulement aboli, mais considéré a posteriori comme un crime contre l'humanité, la fameuse loi Taubira en France déclare a posteriori l'esclavage comme un crime contre l'humanité, il en reste des séquelles psychologiques et sociales qui appellent à un travail de mémoire, notamment la reconnaissance a posteriori de ces crimes historiques au travers des lois dites mémorielles, qui sont des lois symboliques de reconnaissance des préjudices du passé. Deuxièmement, l'adoption des stratégies de réparation morale, puisqu'il s'agit des crimes du passé, de réparation morale, à même d'honorer la mémoire des victimes de ces crimes du passé. Et vous voyez, parfois, certains événements viennent faire remonter à la surface les frustrations liées à ces préjudices du passé. L'affaire George Floyd qui s'est déroulée, qui a eu lieu il y a un an et quelques, oui, l'affaire de George Floyd, est l'une des illustrations
de ces frustrations, de ces souffrances liées à ces préjudices du passé. L'impact planétaire de la fête George Floyd en est la parfaite illustration. Donc, l'adoption des stratégies de réparation morale à même d'honorer la mémoire des victimes de ces crimes du passé, mais aussi un travail pédagogique de mémoire au travers du système éducatif aux fins d'une prise de conscience collective, en particulier pour les générations montantes et à venir, parce que parfois la lumière n'est pas suffisamment faite sur ces crimes du passé, sur ces violences du passé, et parfois il y a un déni par rapport à ces mêmes crimes du passé. La lutte contre les injustices sociales, c'est l'une des conséquences de ces pratiques du passé, notamment les discriminations dans l'emploi, dans l'accès au logement ou autres responsabilités, qui sont parfois les conséquences logiques du poids du passé et des pratiques historiques de discrimination. Je disais tout à l'heure que pour engager l'entreprise esclavagiste, il fallait au préalable construire tout un discours, toute une idéologie de légitimation de cette traite des êtres humains. Et donc tout cela va impacter jusqu'aujourd'hui les esprits, d'où l'importance du travail, la dimension éducative de ce travail mémoriel. Il n'est pas superfétatoire de rappeler que tout cela n'est pas sans lien avec les pratiques et la culture esclavagiste, ou encore avec les idéologies ouvertement racistes et racialistes qui ont longtemps légitimé la supériorité des uns, l'infériorité des autres, etc. Il importe de relever que les traces laissées dans les esprits par 5 siècles de pratiques et de culture esclavagistes sont un véritable défi à la paix, à la cohésion sociale, ainsi que pour l'harmonie des sociétés aujourd'hui, et ce, pour au moins 2 raisons. D'une part, les séquelles psychologiques sur les individus, les communautés et les peuples sont telles que plusieurs siècles après les faits, ils en sont encore marqués et parfois très profondément. Deuxièmement, les constructions idéologiques auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, qui ont légitimé l'esclavage et la traite des êtres humains au cours des siècles passés, donc durant 4-5 siècles, ces idéologies qui ont contribué à déshumaniser une composante de l'humanité, toutes ces constructions idéologiques ne sont pas aujourd'hui, elles ne sont pas encore totalement discréditées et abandonnées dans les sociétés qui les ont connues. Et donc cela a des conséquences bien évidemment dans les relations humaines, mais aussi dans les relations entre États. Et les États africains qui comptent d'importantes diasporas dans des pays occidentaux se sentent directement concernés par les politiques publiques en Occident en matière de gestion de la diversité. En effet, la problématique des minorités ethniques, culturelles ou religieuses en Occident ne va pas sans poser ou sans rappeler la question des séquelles de l'esclavage et du passé esclavagiste des sociétés occidentales. Ces questions ne vont pas non plus sans se rapporter au passé colonial de l'Occident, que certains considèrent comme l'une des explications possibles des relations particulièrement déséquilibrées entre les jeunes États africains, indépendants depuis environ 60 ans, et les États occidentaux qui continuent ainsi de maintenir aujourd'hui encore leur domination sur ce continent. La deuxième étape de cette première partie va porter justement sur la question de la colonisation présentée prétendument comme une mission civilisatrice. Le système colonial européen, tel qu'il a été pratiqué en Afrique au XIXe et au XXe siècle, a souvent été présenté par ses promoteurs, après toute une construction idéologique, là encore de légitimation, comme une mission de civilisation. Des civilisations, des peuples considérés comme barbares, qui seraient des sociétés sans foi ni loi. Or, il n'a échappé à personne qu'il s'est agi, là encore, d'une entreprise de négation de la valeur et de la personne et de la dignité des peuples d'Afrique et d'ailleurs, et ce, dans tous les domaines, une fois encore. Négation de la dignité de ces peuples dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine juridique, moral, culturel et religieux. On ne peut pas non plus ignorer les paramètres
et les motivations proprement économiques qui ont justifié l'entreprise coloniale et sa pérennisation. Il est à noter que depuis l'avènement de l'Organisation des Nations Unies, en 1945 donc, la colonisation est déclarée contraire à la charte de cette organisation et même comme un acte d'agression contre les peuples colonisés. Cette évolution majeure du droit international, qui va cette fois-ci connaître progressivement la participation des peuples anciennement colonisés, cette évolution majeure du droit international va aussi conduire, entre autres, les États africains à se libérer progressivement de cette forme de domination étrangère. Cependant, il subsiste encore de nombreuses séquelles de la colonisation qui alimentent parfois des tensions entre l'Afrique et l'Occident au sujet de la mise en œuvre effective des droits de l'homme. Ainsi en est-il, par exemple, des discours parfois complaisants, voire apologétiques, de la colonisation, source de tensions diplomatiques récurrentes, de l'occultation de cette réalité tragique, notamment dans les manuels d'histoire ou encore dans les récits officiels, etc. Les deux tragédies évoquées demeurent marquantes pour les sociétés africaines et tout cela n'est pas sans conséquence sur les relations que nous avons qualifiées tout à l'heure de déséquilibrées entre l'Afrique et l'Occident, aujourd'hui encore, et plus de 60 ans après les fameuses indépendances. Il faut juste dire qu'à ce niveau, les deux tragédies que nous avons rappelées, l'esclavage et la colonisation, il faut rappeler que l'esclavage n'a pas consisté à déporter n'importe qui. Les personnes qui ont été déportées étaient la force productrice de ce continent africain. C'était les plus robustes, les plus forts, les plus valides, la force de production, la sève du continent africain qui a été déportée vers les Amériques. Donc, c'est un avantage stratégique dont l'Afrique va être dépossédée pendant 5 siècles. Donc, vous imaginez ce que cela peut avoir comme impact sur la trajectoire historique, sur le développement de ce continent qui est aujourd'hui à la traîne. Deuxième facteur que nous avons souligné tout à l'heure, à savoir la colonisation, a été là aussi une entreprise tendant à déposséder l'Afrique non seulement de ses richesses, mais aussi de ses bras valides, parce qu'il y a le travail forcé qui a été introduit durant la période coloniale, etc. Donc, rien qu'à ces deux niveaux, nous voyons l'ampleur des conséquences sur la problématique des droits de l'homme, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Et du coup, forcément, le troisième niveau que nous soulignons tout à l'heure, que nous soulignons, à savoir le déséquilibre des relations entre l'Afrique et l'Occident, peut s'expliquer à la lumière de ces deux faits historiques que nous venons de rappeler. Donc, comme signalé précédemment, ces relations entre le continent africain et l'Occident sont particulièrement déséquilibrées et cela s'observe là encore dans tous les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine diplomatique, dans le domaine financier, économique, socioculturel, dans tous les domaines pratiquement. À titre d'illustration, faut-il signaler qu'il n'est pas rare qu'aujourd'hui encore, le principe, par exemple, de non-ingérence, inscrit en lettres d'or dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, ce principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, qui constitue donc l'un des principes axiaux des relations internationales, ne sont toujours pas valables en tant que tels et respectés pour ce qui concerne les États africains. Il y a de nombreux domaines pour lesquels les États africains sont régulièrement victimes des ingérences extérieures. De même, le principe d'égalité, d'égale souveraineté des États qui est inscrit là encore en règle d'or dans la charte de l'Organisation des Nations Unies n'est pas toujours effectif quand il s'agit des relations des États africains avec, en particulier avec les États occidentaux. Il y a de nombreux exemples pour l'illustrer. Aussi est-il évident que les États africains puissent accorder la plus grande importance au droit à l'autodétermination. Ce n'est pas pour rien que les États africains attachent du prix au droit à l'autodétermination qui occupe une place de choix dans l'organisation continentale, et ce, depuis sa création en 1963, c'est-à-dire aujourd'hui l'Union africaine. En effet, la proclamation des droits des peuples dans la charte africaine est incontestablement liée au passé spécifique de cette partie du monde, mais elle est aussi à inscrire dans le contexte global d'alors, marqué par la volonté de la communauté internationale, nous l'avons dit tout à l'heure, d'œuvrer en faveur de l'émancipation des peuples anciennement sous domination étrangère, avec justement l'avènement de la Charte des Nations Unies en 1945.
C'est ainsi qu'en se fondant sur les principes directeurs des Nations Unies, l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale reconnaît le 4 décembre 1950 par voie de résolution le libre droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes. Il s'en est suivi donc une série de résolutions qui vont renforcer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce droit qui fera d'ailleurs l'objet de nombreuses affaires, notamment au niveau de la Cour internationale de justice, pour rappeler ce principe fondamental du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tout ce qui précède ne doit pas laisser croire, cependant, que les droits de l'homme sont quelque chose qui serait extérieur au continent africain et que si les États africains s'y intéressent aujourd'hui ou parfois s'opposent à certaines manières de mettre en œuvre ces droits de l'homme, que tout cela serait purement conjoncturel, ce que l'on appelle la conception africaine des droits de l'homme, qui va être déclinée, entre autres, dans la charte la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relève d'une vision, d'une certaine représentation à la fois de l'homme et de la société, que nous essaierons d'évoquer d'ailleurs tout à l'heure. En effet, dans la charte africaine, dans la charte fondatrice de la vision africaine des droits de l'homme, à savoir la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les États africains revendiquent une conception proprement africaine des droits humains et s'emploient à la promouvoir. Si l'approche africaine des droits de l'homme a pour vocation de développer une vision qui se veut proprement africaine pour des droits de l'homme et des peuples, qui serait différente de la conception occidentale, cela s'explique aussi par le fait que, vu d'Afrique, mais aussi d'autres régions du monde, la conception occidentale des droits de l'homme est perçue comme une stratégie tendant à imposer une certaine approche des droits de l'homme qui n'est pas forcément celle que partage le reste du monde. Mais en même temps, la volonté pour les États africains de proposer, ou en tout cas de développer une conception proprement africaine ou authentiquement africaine, est parfois perçue comme une stratégie de domestiquer, visant à domestiquer ces droits de l'homme déclarés préalablement comme étant universels. Donc, on est sur un registre où, en fait, sur un registre de malentendus, de contestation idéologique. Ce qui nous introduit dans la deuxième composante de notre propos, à savoir le positionnement des États africains par rapport aux droits de l'homme à la lumière du système africain de protection des droits. Le système africain de protection des droits de l'homme se veut un mécanisme fondé sur, je cite, les vertus historiques et les valeurs des civilisations africaines. Alors vous voyez, c'est une manière de répondre, la réponse du berger à la bergère, en quelque sorte, c'est une manière de répondre à la fameuse mission civilisatrice, puisqu'on fait allusion aux vertus historiques et les valeurs des civilisations africaines. Sachant que l'Afrique, les sociétés africaines vont être contestées comme des modèles civilisationnels. Toute la stratégie, toute la construction coloniale et esclavagiste par le passé a consisté justement à dire que ces peuples n'avaient ni civilisation, ni culture, etc. Ni, disons, expérience étatique. C'est pourquoi on va déclarer, par exemple, que ces terres étaient des terres appropriables, des terres annulus, par exemple. En effet, l'idée de doter le continent africain d'un instrument juridique relatif aux droits de l'homme, donc, ainsi que d'un organe panafricain de protection de ces droits, est concomitante, cette idée est concomitante aux indépendances africaines intervenues dans un contexte international marqué par le réveil des peuples, la fameuse conférence de Bandung 1955, etc., dont des peuples anciennement colonisés et dont le droit à l'autodétermination a été reconnu comme tel par la communauté internationale. La conférence panafricaine de Lagos au Nigeria, 1961, avait déjà proclamé la primauté du droit en Afrique et appelé dans ses résolutions les États africains à adopter une convention africaine des droits de l'homme et à créer une cour accessible à toutes les personnes se trouvant sous leur juridiction. On était en 1961, c'est-à-dire au tout début des indépendances.
L'initiative de Lagos visait la création d'un véritable ordre juridictionnel africain de protection des droits de l'homme sur la base d'un instrument juridique opposable aux jeunes États. Et donc, vous voyez le contraste. Lorsqu'on dit que les États africains sont parfois rétifs aux droits de l'homme, etc., cela paraît discutable étant donné que dès les indépendances, et je rappelle, j'allais le dire tout à l'heure, ces États africains, ces jeunes États africains, encore à l'époque où ils étaient encore des colonies, vont s'appuyer entre autres sur l'autorité de la Charte des Nations Unies, vont s'appuyer entre autres sur l'autorité de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour exiger la reconnaissance de leurs droits individuels en tant que personnes, mais aussi de leurs droits collectifs en tant que peuple. D'où la question du droit à l'autodétermination. Donc, le fait qu'il y ait aujourd'hui un contentieux au sujet des droits de l'homme semble s'expliquer justement par ces antagonismes idéologiques, puisque la perception ou l'approche n'est pas la même pour ces sociétés africaines, compte tenu de leur trajectoire historique, compte tenu de leur expérience, disons, passée, et les autres sociétés, et en particulier les sociétés occidentales. Cependant, lors de la création de la conférence, de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en 1963, la question des droits de l'homme, tout en restant majeure, était devenue quelque peu secondaire par rapport aux autres priorités et urgences de l'organisation continentale, lesquelles priorités concernaient essentiellement, entre autres, l'autodétermination des peuples encore sous domination coloniale. Rappelons que l'une des vocations, l'une des préoccupations de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, c'est d'œuvrer à la décolonisation complète du continent africain. C'était la priorité des priorités. Mais aussi l'unité politique du continent et l'intégration régionale africaine. La paix et la sécurité, ainsi que la gestion des conflits, parfois liés aux frontières héritées de la colonisation, le développement économique, social, et à tout cela vient s'ajouter la lutte contre l'apartheid en Afrique australe, qui est une sorte de transposition du nazisme sur le continent africain. N'oublions pas que l'apartheid est un avatar du nazisme qui va faire souche en Afrique australe sous forme d'un système politique qui va sévir pendant presque un demi-siècle. Donc, en 1963, l'une des priorités de l'organisation continentale, c'était de s'opposer à ce système naziphile qui va être aussi à l'origine de violations les plus caractérisées des droits de l'homme. D'ailleurs, c'est pour cette raison, entre autres, que la communauté internationale va déclarer l'apartheid comme un crime contre l'humanité. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est la résultante de ce processus qui a vu l'émergence sur le continent africain d'un ordre juridictionnel de protection des droits de l'homme et dont l'évolution récente contraste néanmoins avec les prétentions initiales à une identité qui serait authentiquement africaine. En effet, ce que l'on considère généralement comme représentant les traits spécifiques du système africain par rapport aux autres mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme est à rechercher, nous l'avons dit tout à l'heure, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, qui consacre un certain nombre de droits, qui sont d'ailleurs de deux ordres, à savoir des droits individuels et des droits collectifs, notamment les droits des peuples. Mais aussi des devoirs. L'une des particularités de la Charte africaine des droits de l'homme, c'est la consécration des devoirs de l'homme. Cette formulation spécifique n'est pas sans conséquence sur les droits énoncés. L'affirmation des droits des peuples, tout d'abord. Cette affirmation des droits des peuples a souvent été mentionnée comme une originalité africaine fondée sur l'idée que tous les peuples ont droit à l'existence et à l'autodétermination. Idée à laquelle les États africains sont particulièrement sensibles compte tenu de l'histoire de ce continent marquée par les différentes formes de domination que nous avons évoquées. En effet, la Charte africaine affirme dès le préambule sa filiation à la Charte de l'Organisation continentale, au terme de laquelle, je cite, « La liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont les objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains. » Aussi, l'article 19 de la Charte africaine proclame l'égale dignité des peuples
en droit et que rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre peuple. Les dispositions suivantes consacrent le droit imprescriptible et inaliénable des peuples à l'autodétermination, ainsi que leur droit légitime de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Article 20. Le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Donc, vous voyez la particularité des droits exprimés ici tient compte justement de la trajectoire, une fois encore de la trajectoire historique de ces peuples africains. De toutes les façons, quand on parle des droits de l'homme, on parle bien des discours de représentation de l'être humain, des discours de représentation des sociétés. Quand on parle des droits de l'homme, on parle d'affirmation de la dignité de l'être humain, et cela n'est pas détachable de l'expérience des peuples, cela n'est pas détachable de la culture, du génie des peuples. Quand on prend la déclaration de 1789, même si la déclaration ne dit pas qu'elle est française, puisque la déclaration de 1789 se veut déjà une déclaration universelle, nulle part il n'est dit qu'il s'agit d'une déclaration française. Mais il n'en demeure pas moins que le contenu de la déclaration est le reflet du parcours de cette société, bien le reflet de la trajectoire historique du peuple français. Cette déclaration n'était pas une déclaration issue d'une expérience externe. C'est bien de l'expérience française que va se dégager cette déclaration. C'est bien de l'expérience américaine que va se dégager la déclaration de 1789. Donc, on ne peut pas imaginer les choses autrement pour une société qui a connu l'esclavage, la colonisation et toutes les formes de domination. L'attachement des États africains au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui parfois est prioritaire aux droits individuels des personnes, tient compte de cette simple constatation, c'est-à-dire le passé qui n'est pas détachable des constructions juridiques tendant à protéger les droits des personnes. Viennent ensuite, toujours dans la Charte africaine des droits de l'homme, donc, et des peuples, les droits des peuples difficilement évaluables comme le droit au développement économique, social et culturel, dans le strict respect de leur liberté et de leur identité, sachant que l'identité de ces peuples a été contestée, le droit à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité, le droit à la paix et à la sécurité, etc. Ces droits, dont on ignore le degré réel d'opposabilité aux États, ne sont pas moins une revendication identitaire déjà, une revendication liée aussi aux aspirations des peuples de ce continent. Deuxième élément, nous avons dit, c'est l'affirmation des devoirs de l'individu. Là encore, cela est présenté comme une particularité, même si ça peut faire l'objet de débats. Tenant dûment compte des vertus, des traditions historiques et des valeurs des civilisations africaines, une fois encore, qui doivent inspirer et caractériser toute réflexion en matière des droits de l'homme, la Charte africaine de Banjul donc consacre simultanément et de façon quelque peu originale les droits et les devoirs de l'homme. Les devoirs de l'homme dont il est question sont eux-mêmes de deux ordres. Les devoirs généraux vis-à-vis de la famille, de l'État, de la société, d'une part, article 27, et les devoirs spécifiques vis-à-vis de, je cite, ses semblables sans discrimination aucune, article 28. Cette formulation originale, je mets les guillemets, généralement présentée comme étant d'essence spécifiquement africaine, en réalité cela est discutable, je disais tout à l'heure, parce que quand on se réfère aux travaux préparatoires aux différentes déclarations du 19e siècle, on se rend bien compte que ces questions ont été posées, la question des devoirs de l'homme. La déclaration de 1789 devait d'ailleurs s'appeler la déclaration des droits de l'homme en société. C'est suite à de nombreuses discussions qu'on va adopter finalement le titre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, la question n'est pas nouvelle pour ce qui concerne spécifiquement l'Afrique, mais néanmoins, elle va être posée comme étant l'une des aspirations propres au continent africain. Et cela va être posé souvent d'ailleurs en opposition à la conception occidentale des droits de l'homme perçue comme une approche individualiste tendant à promouvoir un individualisme que les autres sociétés ne reconnaissent pas comme tel, notamment les sociétés africaines. Le même reproche est fait, à tort ou à raison, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui serait, grosso modo, la matérialisation de la conception occidentale
des droits de l'homme, tel que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Cependant, à y voir de près, la Charte africaine ne dégage véritablement pas d'originalité par rapport aux autres instruments juridiques internationaux classiques, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, ou les deux pactes de 1966. En tout cas, c'est l'une des conclusions auxquelles est parvenu, par exemple, un auteur connu comme Fatsa Ouguergouz, qui dit, je le cite ici, les points de convergence entre la Charte africaine des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, l'emportent largement sur les différences. Cette opinion est largement partagée par Valère Yémé, un autre spécialiste de la question, qui souligne pour sa part que, je cite, la majorité des normes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est reprise des autres instruments universels et régionaux des droits de l'homme. Dernier élément pour terminer, quelques imprécisions que l'on observe néanmoins dans cette construction issue de la Charte africaine des droits de l'homme. Certains droits contenus dans la Charte africaine présentent un caractère par trop général, ce qui laisse au mécanisme de contrôle et de sanction une marge d'appréciation, d'interprétation assez large pour décider du contenu des droits énoncés en conformité avec les besoins spécifiques du continent africain. Franz Wiljon, un autre spécialiste de la question, relève que dans le système africain, une certaine préférence pour une approche minimaliste des droits de l'homme, il le souligne donc, et que cela s'observe dès la déclaration introductive du projet de Dakar de 1979. Cette technique n'est certainement pas sans lien avec l'omission de certains droits. Dans la charte, quand on lit le texte de base, on constate une certaine omission de certains droits non moins importants, comme la protection de la vie privée et familiale, l'interdiction du droit du travail forcé ou obligatoire, d'une part, et d'autre part, l'imprécision quant au contenu réel des droits tels que les droits économiques, sociaux et culturels, les droits de la femme ou ceux de l'enfant, même si des instruments additionnels vont venir compléter le texte de base. Et quand je parle d'instruments additionnels, je pense en particulier à la Charte africaine du bien-être de l'enfant de 1990 et le protocole relatif aux droits de la femme en Afrique 2003, ou encore la Charte africaine de la bonne gouvernance et des élections 2007, etc. Bien que la Charte africaine consacre l'indissociabilité des droits de l'homme et exclut toute espèce d'hiérarchisation, une certaine casuistique laisse penser néanmoins à un parti pris pour les droits économiques, sociaux et culturels, même si ces droits sont en général énoncés de manière assez vague. En effet, concernant les modalités d'effectuation des droits consacrés et donc leur opposabilité aux États, la Charte africaine fait abstraction de la traditionnelle distinction entre les droits de nature juridique exécutoire, à savoir les droits civils et politiques, d'une part, et les droits de nature juridique programmatoire, c'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part. Si la non-hiérarchisation des droits est reconnue comme telle, il n'en demeure pas moins que l'encadrement des droits diffère selon la distinction pourtant récusée dès les dispositions préambulaires. Ainsi donc, l'exercice des droits civils et politiques garantis par la Charte africaine est en général circonscrit ab initio par des clauses de limitation. Par exemple, tous les droits individuels énoncés sont soumis à la clause générale de limitation contenue dans l'article 27, au terme duquel, je cite, « Les droits et libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun. » Donc, une clause de limitation qui est importante à signaler. Cette clause générale de limitation se distingue de celle prévue, par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment en son article 29, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 4. Certes, il n'est pas évident, dans le cadre de cette conférence, je vois que, voilà, je vais bientôt terminer, dans le cadre de cette conférence, il est
il n'est pas évident de débattre de façon exhaustive de tous les éléments censés incarner la spécificité de l'ordre juridictionnel africain de protection des droits de l'homme et des peuples. Toutefois, cette première approche, basée essentiellement sur des considérations idéologiques et normatives, nous offre déjà une perspective d'évaluation qui tend à relativiser l'africanité de cet ordre juridictionnel continental et donc à confirmer les conclusions auxquelles sont parvenus certains commentateurs comme Ouguerbouz ou Yamé que nous avons cités tout à l'heure. Qu'en est-il de l'évolution institutionnelle de ce système et de la pratique effective régionale africaine en matière de protection des droits de l'homme? Là encore, très rapidement, pour mesurer la portée de cette évolution et les enjeux qui s'y rapportent, il convient de souligner les aspects les plus importants du système africain de protection des droits de l'homme et des peuples, notamment les questions de procédure, les principes jurisprudentiels dégagés et la pratique juridictionnelle, notamment des instances africaines, le tout en rapport avec les évolutions actuelles qui découlent du protocole de Ouagadougou de 1998, ainsi que des activités de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Aussi, une lecture attentive de la pratique continentale en matière de protection des droits de l'homme et des peuples permet-elle de dégager globalement quelques lignes directrices. D'abord, l'obligation juridique de protection faite aux États ou pour laquelle les États se sont engagés, le respect de la légalité et de la conformité du droit interne des États partis donc aux exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit d'une dimension, au fait, d'un aspect qui revient de façon constante dans le débat, disons, dans la pratique continentale. Aussi, l'État de droit, autrement dit, l'autorité et la prééminence du droit, apparaît-il aux yeux des instances africaines comme une exigence fondamentale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et enfin, la libre expression politique et la participation citoyenne comme condition de possibilité pour une société démocratique. Dès lors, la garantie des libertés publiques et le respect du principe démocratique sont également posés, avec clarté d'ailleurs, par les instances africaines comme des impératifs liés aux engagements des États partis, notamment dans le cadre de la Charte de 1981. Ce qui tend à confirmer l'idée selon laquelle le système africain de protection des droits de l'homme et des peuples ne dégage pas une véritable originalité par rapport aux mécanismes internationaux auxquels les États africains ont souscrit d'ailleurs. Et un point, une petite parenthèse pour dire que les dispositions de l'article 62, par exemple, et suivant, autorisent les instances africaines à interpréter les droits, les droits de l'homme, non seulement à la lumière de la charte, mais à la lumière aussi des engagements pris par les États africains sur le plan international onusien. Donc, la charte africaine ne dégage pas une véritable originalité par rapport aux mécanismes internationaux classiques, fondés notamment sur l'autorité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les deux pactes de 1966, mais elle propose néanmoins une approche qui laisse émerger une sensibilité, qui laisse émerger également un certain nombre d'aspirations qui sont propres à ce continent et qui sont liées à l'histoire de ce continent. Je conclus donc. Au terme de cette analyse rapide de la question, on s'aperçoit que le contentieux entre l'Afrique et l'Occident se situe plus sur le plan du sujet des droits de l'homme, le contentieux relatif aux droits de l'homme, se situe plus sur le plan politique et idéologique que sur le plan proprement juridique et technique. En effet, et pour reprendre le propos cité de Fatah Ouguerbouz, les points de convergence entre les deux ordres l'emportent largement sur les points de divergence. Aussi, en s'efforçant de faire une sorte de jugement de Salomon au sujet de ce contentieux, pouvons-nous conclure notre propos par quelques constatations. À savoir, d'abord, pour les États occidentaux, c'est-à-dire les deux parties, le contentieux oppose l'Afrique à l'Occident. Commençons par des constatations, des observations
à l'endroit, ou en tout cas du monde occidental. Il n'est pas exagéré que d'exiger des États occidentaux un minimum de cohérence dans leur politique relative aux droits de l'homme en tant que corps de normes à vocation universelle et, à ce titre, applicable en tout temps et en tout lieu. Sans ce minimum de cohérence, il est difficile de réfuter l'argument selon lequel les droits de l'homme ne seraient qu'un énième prétexte, une énième trouvaille et finalement une bonne affaire pour permettre à l'Occident d'assurer efficacement et parfois sans scrupule ses intérêts idéologiques, politiques, géopolitiques et parfois économiques. En effet, prôner officiellement le respect universel des droits de l'homme pour tous sans distinction aucune, tout en soutenant un exemple parmi tant d'autres, et souvent pour des raisons liées aux intérêts politiques, géopolitiques, économiques ou stratégiques. Des régimes qui commettent de graves violations des droits de l'homme contre ces mêmes droits relèvent d'une incohérence frappante et parfois choquante. Ces soutiens sont généralement multiformes, c'est-à-dire à la fois politiques, diplomatiques et même militaires, alors qu'il s'agit parfois des régimes qui se montrent clairement peu soucieux des droits de l'homme, souvent cités comme tels dans différents rapports internationaux, que ce soit les rapports des institutions onusiennes ou des rapports des organisations non gouvernementales. Donc, cette politique qui consiste à prôner un discours que l'on ne respecte pas, que l'on n'observe pas soi-même, est de nature à mettre forcément ces acteurs internationaux en difficulté dans leur tentative d'interpeller tel ou tel État, tel ou tel acteur international au sujet du non-respect des droits de l'homme, par exemple. De même, sachant que pour la plupart, ces États occidentaux ont un passé qui ne plaide pas en leur faveur en matière des droits de l'homme. De même, contourner assez régulièrement l'autorité du droit international, comme le font assez régulièrement certains États occidentaux, compte tenu de leur position dans le système international, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, par exemple. Le fait donc de contourner l'autorité de ce droit international qui est censé être un bien commun de toute la communauté internationale, toujours pour des raisons liées à leurs propres intérêts, tout en cherchant à instrumentaliser parfois le même droit international, prétendument au nom des droits de l'homme, parce que parfois il y a une instrumentalisation du droit international au nom des droits de l'homme, ou une instrumentalisation des droits de l'homme au nom du droit international. Tout cela fait douter profondément de la crédibilité de certains États par rapport à leur volonté ou leur souci des droits de l'homme. Faut-il ajouter que les regrets protocolaires et les dénonciations vertueuses des violences du passé ne servent à rien si, en même temps, les descendants des victimes d'hier sont aujourd'hui encore l'objet de discriminations diverses dans l'accès à l'emploi, au logement, aux charges publiques, voire à la protection de l'État. Deuxième et dernier point, pour les États africains, nous ne pensons pas qu'il faille à chaque fois s'excuser auprès d'un État, même africain, même compte tenu de tous ces préjudices du passé auxquels nous avons fait allusion. Nous ne pensons pas qu'il faille à chaque fois s'excuser auprès d'un État lorsque, dans certains cas, il s'agit d'appeler son attention, l'attention de cet État sur des situations de violation parfois graves des droits de l'homme, violations commises sur son territoire et contre ses propres populations qui sont censées pouvoir bénéficier de sa protection. Interpeller un État par rapport aux engagements auxquels il a les engagements conventionnels librement souscrits ne relève pas a priori, ne relève pas d'une ingérence. C'est tout simplement rappeler que nous avons communément fait allégeance à un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs communes de l'humanité et que chacun se doit de respecter ces valeurs si nous voulons garder un certain ordre international fondé sur ces valeurs. En effet, l'obligation de protection qui incombe à l'État au titre de ses missions régaliennes est la raison d'être et la vocation ultime de toute association politique. La raison d'être, la vocation, la fin dernière de l'État, c'est la protection des personnes. Et nous tenons à rappeler que les États africains eux-mêmes, au moment de leur revendication, la revendication de leur droit à l'autodétermination, d'accession à la souveraineté internationale, se sont fondés une fois encore, entre autres,
sur la nécessité de respecter les droits proclamés dans la Déclaration de 1948 pour tous sans distinction. Donc, il devient inconfortable que l'on puisse perdre de vue, parfois, dans certaines circonstances, cet engagement important pris par les États de protéger leur propre population. Et donc, les États africains ont une responsabilité encore plus grande dans ce domaine, compte tenu notamment de leur trajectoire historique à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, marquée par des tragédies diverses et graves évoquées précédemment. Ensuite de cela, le respect effectif et universel des droits de l'homme pour tous était l'un des instruments majeurs, l'un des arguments majeurs, pardon, des peuples sous domination coloniale qui, en s'appuyant notamment sur l'autorité de la déclaration de 48 que nous avons évoquée, sont parvenus à conquérir leur droit à l'autodétermination. Donc, exiger la reconnaissance et même la réparation pour les crimes du passé, crimes de l'esclavage, de la colonisation, les dénoncer régulièrement au sein des instances internationales, cela est absolument légitime, on peut tout à fait le défendre et le comprendre. Cependant, si ces mêmes États africains devaient parallèlement accorder une quelconque impunité totale ou même partielle aux auteurs des crimes commis aujourd'hui sous leur juridiction, cela serait d'une contradiction tout aussi frappante et choquante. Donc on ne peut pas à la fois se préoccuper des crimes du passé et faire en quelque sorte la politique du borgne, fermer les yeux sur les violations qui ont lieu ici et maintenant, par exemple. Excellent. Le combat légitime pour la reconnaissance et la réparation des crimes du passé ne doit pas consister à faire passer par pertes et profits les violations tout aussi graves des droits de l'homme d'aujourd'hui qui relèvent, pour certaines d'entre elles, de la compétence de la justice pénale internationale qui est au cœur de ce contentieux aujourd'hui. Donc, c'est à l'aune de ces observations des uns et des autres. Nous partons de l'idée qu'il y a d'un côté un effort du côté de certains États occidentaux en termes de cohérence, mais il y a aussi un effort à faire d'un autre côté, du côté des États africains, en termes de cohérence également. Voilà, merci. Merci beaucoup, cher professeur. Excellent. On a pris un peu plus de temps, mais ça nous fait vraiment plaisir de suivre votre plaidoyer. C'est un plaidoyer. Donc, merci pour cette belle présentation. Vous avez brillamment expliqué cette relation d'amour-haine entre les sociétés africaines et l'Occident en ce qui concerne ou en ce qui est en lien avec les droits de la personne. Vous savez, chers collègues, ici au Canada, on utilise la notion de droits de la personne et non pas les droits de l'homme. De l'homme, oui, c'est vrai. Des concepts interchangeables. Donc, j'ai bien noté, j'ai bien suivi votre présentation avec ces droits occidentaux supposés être universels et qu'ils ont une portée universelle, mais qui ont ignoré le poids du passé, le passé esclavagiste, le colonialisme, alors qu'il faut tenir compte de toute cette réalité pour construire des règles, des valeurs, des principes universels. Parce que, comme vous l'avez bien expliqué, j'ai aimé ça, il faut qu'il y ait une adéquation entre le dire et le faire. Parler des droits de l'homme parallèlement à un discours enfin, sur les droits de la personne qui bourgeonne en même temps qu'un discours qui justifie des pratiques esclavagistes et coloniales, c'est un peu un oxymore existentiel. Et j'ai bien noté, j'ai bien suivre tous les éléments et votre plaidoyer pour la charte africaine, pour le droit africain qui doit s'inspirer de son propre histoire. Il y a une civilisation africaine, il y a des vertus connue par les sociétés africaines. Et d'ailleurs, vous avez dit que la charte africaine et les instruments de droit africain se sont inspirés pour créer, non pas leurs propres droits, parce que vous avez dit, en fin de compte, il y a un chevauchement, il y a une interpénétration entre les droits africains et le droit, les instruments du droit international qu'on connaît aujourd'hui. Je ne vais pas faire tout le résumé de votre belle présentation, mais puisqu'on a
on a grugé dans le temps des intervenants. Je pense qu'il y a des questions. La première question, c'est de Madame Louise Ouimet. Elle vous pose la question suivante, chers collègues. Pourriez-vous indiquer dans les faits quelles sont les différences entre les droits de la personne occidentaux et africains? Les différences et même oppositions ne sont-elles pas surtout dans la pratique? Alors, oui, en fait, c'est la question. Je peux répondre maintenant? Oui, oui, oui. D'accord. Je disais tout à l'heure que, en fait, la différence, en réalité, il s'agit des postures idéologiques davantage que du contenu même des droits, puisque nous avons montré tout à l'heure qu'en fin de compte, le système africain ne propose pas, disons, un corps de règles totalement différent de ce qui existe dans le système international, étant donné que les États africains sont eux-mêmes contributeurs au développement de cet ordre international, en tout cas depuis leur accession à la souveraineté internationale à partir de 1960. Si on regarde attentivement les productions en matière du droit international, en matière de droit international en général, hein, les différentes résolutions des Nations Unies, surtout dans les années 60-70, on voit bien qu'il y a une touche des peuples colonisés, puisque ces peuples nouvellement arrivés au sein des instances internationales vont contribuer à métamorphoser ces droits. Il suffit de lire, par exemple, les différentes résolutions des années 60-70 pour s'en rendre compte. Et ça, c'est un. Et après, il faut aussi dire, je l'ai souligné tout à l'heure, que ces États africains, parfois, ont été à l'origine du développement de certains instruments juridiques internationaux. Alors, pas à l'origine seule, mais avec le reste de la communauté internationale. Sur le cas, par exemple, le rôle joué par ces États africains lors de l'élaboration du statut de Rome de 1998, etc. Donc, je ne vois pas de différence entre droits de l'homme africain et droits de l'homme occidental, ce n'est pas en ces termes. Mais en termes de construction, c'est là où j'ai insisté sur le fait que les constructions occidentales sont parties des expériences propres à l'Occident, même si parfois il y avait déjà cette intuition de l'universel. Je disais que le texte de 1789, qui est un texte français, mais qui s'est refusé d'être appelé français parce qu'il avait déjà une intuition fondamentalement universelle, à la différence, par exemple, des textes anglais du XIIIe siècle, du XVIe, XVIIe siècle, qui étaient des textes pour les besoins locaux. Mais les textes français, par exemple, ou même le texte américain de 1776, c'était des textes déjà à vocation universelle. Donc, in fine, et c'est la conclusion à laquelle j'ai essayé à laquelle je semble revenir tout à l'heure, qu'in fine, le continent africain ne propose pas des droits de l'homme qui seraient propres à l'homme africain, mais propose une approche qui tienne compte de la spécificité de ce continent et des aspirations de ce continent, marquées aussi par le passé et les préjudices du passé. Donc, je ne dirais pas droits de l'homme africain et droits de l'homme des autres, mais c'est plutôt des particularités liées à ces considérations, tout simplement. Autrement, et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est-à-dire que finalement, j'ai souligné, j'ai fait mention de l'article 62 de la Charte africaine des droits de l'homme. Finalement, le juge africain ou les instances africaines d'interprétation des droits de l'homme disposent d'une marge d'interprétation et d'appréciation qui est plus grande que celle de tous les autres mécanismes continentaux. Le juge européen ne peut pas interpréter les droits de l'homme au-delà des engagements européens. Normalement, il se contente des mécanismes, en fait, des instruments européens. Or, là, c'est dès la charte que les instances africaines sont autorisées à interpréter les droits de l'homme sur le continent africain à l'aune des engagements continentaux, mais aussi à l'aune des engagements internationaux des États africains, et notamment dans le cadre des Nations Unies. Excellent. Une autre question, chers collègues, de la part de l'une de nos chercheurs, donc Madame Anouche Fraser-Terjanian.
Elle vous dit, voilà sa question. Merci de nous faire l'honneur d'apprendre de vous aujourd'hui, professeur Coudet. L'historien Sam Moyn propose que les droits de l'homme soient une utopie européenne, un ersatz de religion, c'est un substitut, c'est un mot en anglais, donc un substitut de religion qui a rempli un vide idéologique dans les années 1970. Que les droits économiques et sociaux soient plus pertinents pour la justice dans le contexte actuel de ce qu'il appelle le maelstrom néolibéral, le tourbillon néolibéral, si je peux traduire cette expression. Qu'en pensez-vous et comment cette position pourrait-elle se conjuguer avec vos élégants arguments, un point de convergence ou de divergence? Alors, si je retiens, les droits de l'homme seraient une utopie européenne, c'est ça? Oui, c'est un historien qui a dit ça. D'accord. Et l'autre élément, juste après, je n'ai pas tout à fait bien saisi. Voilà, et donc c'est une utopie européenne, un substitut de religion qui a rempli un vide idéologique dans les années 70. Et le deuxième point, que les droits économiques et sociaux soient plus pertinents pour la justice dans le contexte actuel de ce qu'il appelle le tourbillon néolibéral. Qu'en pensez-vous et comment cette position pourrait-elle se conjuguer avec vos arguments? Un point de convergence ou de divergence? Alors, moi, je ne dirais pas que les droits de l'homme seraient d'abord une utopie spécifique à l'Europe, mais plutôt un idéal de tous les peuples, en fait. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que quand nous parlons des droits de l'homme, indépendamment des contingences historiques, culturelles, des antagonismes idéologiques et autres, fondamentalement, quand nous parlons des droits de l'homme, c'est d'abord une tentative de représentation de l'homme dans la société, de définir la place et le statut de l'homme dans la société. Et ça, on l'observe dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés d'aujourd'hui comme d'hier et dans toutes les sociétés, bien évidemment, les sociétés occidentales, mais aussi dans d'autres sociétés. Au XIIIe siècle, lorsque l'Empire du Mali, du Manding, va adopter la charte de Kouroukan-Fouga, c'était une façon d'affirmer, ça on est en Afrique, c'était une façon d'affirmer, en fait, à la fois de proposer une représentation, un statut de l'homme dans la société, mais aussi d'affirmer conséquemment sa dignité, en fait, et protéger cette dignité-là. Et c'est pourquoi moi je parlerai plus d'idéal, terme qu'on retrouve d'ailleurs dans la déclaration de 1948, beaucoup plus d'idéal que d'utopie, une utopie en acte, en fait, une utopie en acte. Donc, je parle de l'idée que cela est valable non seulement pour l'Europe, mais cela est valable pour les autres sociétés, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, toutes les sociétés ont été confrontées à la nécessité de protéger les personnes face à la violence, face à l'injustice, etc. L'un des tout premiers codes que l'humanité ait connu, c'est le code de Hammurabi. Et quand on voit le code de Hammurabi, on peut dire que c'est l'un des ancêtres de nos différentes déclarations. Donc, oui, c'est une sorte d'utopie, une utopie en acte, qui a été européenne, qui a été africaine, qui a été mésopotamienne, etc. Le deuxième volet, à savoir que les droits économiques et sociaux seraient plus pertinents que les autres, j'imagine. Donc, on revient au débat des années 60, hein, c'est entre les deux catégories, les droits de première et deuxième génération. Alors, il me semble que nous sommes parvenus à un consensus qui consiste à affirmer la complémentarité et l'indissociabilité de ces deux ordres, hein, de ces deux catégories des droits. Alors, maintenant, puisque nous parlons du cas de l'Afrique, c'est vrai que je disais tout à l'heure que les États africains semblent avoir une préférence théorique pour, comme tous les pays en voie de développement, semblent avoir une préférence théorique pour les droits économiques, sociaux et culturels comme prioritaires. Or, dans la déclinaison, notamment dans la Charte africaine des droits de l'homme, on fait plutôt, c'est-à-dire on institue un principe de non-hiérarchisation, c'est-à-dire que tous les droits de l'homme sont impératifs.
Et donc, il n'y a pas un ordre de priorité dans le système africain des droits de l'homme. Même si on sent qu'il y a une certaine préférence théorique, dans la construction, on se rend compte que non, la charte africaine proclame que tous les droits sont exigibles immédiatement. Un. Deuxièmement, maintenant du point de vue de la pratique, quand on regarde ce que j'ai qualifié tout à l'heure de jurisprudence continentale, on se rend compte que la production touche beaucoup plus les droits de première génération que les droits économiques et socioculturels. Il y a très peu d'affaires portant sur les droits économiques et socioculturels. Et pourtant, on est sur un continent qui revendique ces droits comme étant une urgence. Alors, c'est ça le paradoxe aussi. C'est-à-dire, d'un côté, on marque une préférence pour ces droits pour dire que la priorité de l'Afrique, c'est aussi son développement économique, social et culturel. Mais en même temps, on proclame qu'il n'y a pas de hiérarchisation des droits de l'homme, il n'y a pas de priorité, tous les droits sont immédiatement exigibles. Et surtout, la pratique qui ne ment pas montre que les Africains, comme les autres peuples à travers le monde, demandent à ce que l'État garantisse leur sécurité physique, leur liberté d'expression, leur liberté d'aller et de venir, mais en même temps, l'accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation, etc. D'où, une fois encore, le principe de complémentarité et d'indissociabilité qui semble être beaucoup plus pertinent que tous les autres positionnements qui tendent à privilégier une catégorie de droits par rapport aux autres catégories de droits, parce que c'était des postures idéologiques des années 60-70. Et la pratique semble montrer qu'en réalité, il y a une nette complémentarité entre ces deux. Excellent, excellent. Là, je pense que je n'ai pas d'autres questions de la part des participants. Moi, j'ai une petite question par rapport peut-être à votre conclusion. Quand vous avez soulevé la question des revendications de réparation formulées par certains pays africains pour les crimes du passé, et vous avez dit que vous trouvez ça, je n'ai pas l'expression que vous avez utilisée, mais vous trouvez ça peut-être inconcevable que ces pays revendiquent ou réclament, donc poursuivent pour des crimes du passé, alors que chez eux, ils ne respectent pas les droits de la personne, donc il y a des violations massives de ces droits. Alors que, est-ce que l'un empêche l'autre? Est-ce que c'est ça le fond de votre pensée? Enfin, est-ce que le fait qu'il y a des atteintes aux droits de la personne, je ne sais pas, je cite un continent comme ça, au Mali, en Tunisie, ou au Congo, cela empêche les Congolais ou les Algériens de poursuivre ou de réclamer la réparation de certains pays occidentaux pour les crimes du passé. J'aimerais bien avoir un peu plus sur le fond de votre pensée par rapport à ça. Alors, j'ai commencé mon propos en parlant de cohérence, en fait. De cohérence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine adéquation entre la posture que l'on adopte, que ce soit des individus comme nous sommes là ou que ce soit des institutions, et la pratique effective, le faire. Et donc, j'étais parti de l'idée que le fait que les États, les sociétés africaines, même pas seulement les États, parfois ce sont des organisations de la société civile, etc., le fait que les sociétés africaines ou les sociétés qui ont connu par le passé des injustices, etc., exigent la reconnaissance de ces violences du passé, exigent la réparation actuelle, même symbolique, sous forme de loi mémorielle, etc. Tout cela est légitime. C'était un peu le sens de la fameuse conférence de Durban qui devait permettre à la communauté internationale de prendre en charge, de prendre en compte toutes les injustices du passé pour faire un travail en quelque sorte de réparation globale, ou en tout cas une démarche, une sorte de commission vérité et réconciliation à l'échelle du monde. C'est-à-dire prendre en compte les frustrations, les souffrances des peuples, des sociétés qui sont historiquement victimes de certaines pratiques. Donc ça, c'est légitime, ces revendications sont légitimes. Mais seulement, je disais aussi que c'est un tout petit peu délicat de faire ces revendications, d'exiger des réparations pour ces crimes du passé, si en même temps et sous nos yeux, il se passe des violations des droits de l'homme pour lesquelles on ne bouge pas. Vous voyez, j'ai dit la même chose au sujet de l'esclavage. L'affaire George Floyd a suscité une indignation planétaire.
Et les gens qui sont descendus dans les rues aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, n'étaient pas tous des descendants des esclaves. C'était des êtres humains de partout qui ont tout simplement la conscience de la condition humaine et qui n'acceptent pas, qui sont pour que la lumière soit faite sur ces injustices du passé, sur ces violences du passé. Donc, j'ai fait un papier à cette occasion pour dire, attention, là, nous avons l'opportunité d'instaurer un vrai débat sur l'esclavage. Et instaurer un vrai débat sur l'esclavage, c'est un débat holistique qui ne doit pas seulement porter sur le commerce triangulaire, qui, bien sûr, s'est étalé sur 4 siècles environ. Mais si on est cohérent, si on est conséquent avec soi-même, on doit saisir cette opportunité pour que le débat sur l'esclavage porte aussi sur l'esclavage transsaharien, par exemple, sur l'esclavage dans l'océan Indien, par exemple. Pourquoi doit-on faire abstraction de ces pratiques qui sont identiques avec des conséquences tout aussi graves et faire le focus uniquement sur un aspect? Parce qu'on n'aura pas résolu le problème dans sa globalité. Deuxièmement, il y a des pratiques endogènes d'esclavage qui ont prévalu en Afrique. Il y a, nous prenons le risque de le dire, il y a eu une certaine collaboration de certaines sociétés, de certaines entités africaines à la pratique de l'esclavage, qu'il soit transsaharien ou qu'il soit dans l'océan Atlantique ou qu'il soit, disons, dans l'océan Atlantique, etc. Les sociétés africaines seraient cohérentes et ce serait dans l'intérêt de tous que leur propre responsabilité soit débattue. C'est-à-dire, quelle est la part de responsabilité des sociétés africaines dans cette pratique de l'esclavage qui a consisté finalement à vider l'Afrique de toute sa force de production? Donc, voilà pourquoi, pour moi, ce travail de mémoire doit être un travail global et doit être un travail de fond. Donc, je ne dis pas que l'on doit, disons, parce qu'il y a des violations aujourd'hui en Afrique, etc., comme il y en a dans d'autres régions du monde, hein, qu'on ne doit pas revendiquer, en fait, oui, exiger une certaine reconnaissance et réparation de ces crimes du passé. On doit le faire, c'est même légitime. Mais seulement, on doit le faire dans une démarche cohérente. Parce que si, vous voyez, ma difficulté est la suivante. Si les êtres humains qui sont là sous votre responsabilité peuvent être victimes de différentes formes de violations, et que vous n'êtes pas en mesure de leur garantir la protection dont ils ont besoin, et que vous demandez à ce qu'on dise la vérité sur les crimes du passé dont les victimes ne sont plus vivantes aujourd'hui. Bien sûr, il y a les descendants, etc. Quelque part, il y a un problème. De la même façon, vous voyez, quand on parle aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans la Méditerranée, quand on voit ce mouvement de personnes, ces jeunes gens qui aujourd'hui se destinent volontairement, prennent le risque de traverser la Méditerranée avec les conséquences que l'on sait. Pourquoi est-ce que ces jeunes qui sont la force de production de ces sociétés quittent ce continent au moment où tout le monde dit que l'Afrique est un continent d'avenir? Il y a une question à se poser. Et cette question-là, on doit la poser à qui? Qui doit répondre à cette question-là? Cela relève de la responsabilité de qui? Le fait qu'aujourd'hui, des jeunes et des jeunes qui sont l'avenir de ce continent, dans un geste de désespoir, dans un élan de désespoir, vont tutoyer la mort en se jetant dans la Méditerranée. Et c'est donne aux trafiquants d'êtres humains aujourd'hui. C'est de la responsabilité de qui? Donc, vous voyez, on a à la fois des questions qui relèvent du passé, et c'est important dans le débat, mais il y a des questions qui sont sous nos yeux et qu'on doit aborder sans détour. Mais même les questions qui sont sous nos yeux sont complexes. C'est-à-dire oui, que même les violations où vous avez cité l'exemple de ces jeunes qui quittent leur pays clandestinement, ce sont les forces ouvrières, la cheville ouvrière de leur pays. Donc, qui est responsable de ces immigrations massives? Oui, certainement, ces sociétés sont responsables. Oui, ces pouvoirs politiques sont responsables, mais
il ne faut pas occulter, il ne faut pas négliger qu'il y a d'autres composantes, d'autres responsabilités et peut-être les discours, le passé, les pratiques du passé sont maintenues sous d'autres formes aujourd'hui dans certaines sociétés africaines. C'est justement, professeur, l'Occident n'est pas loin non plus. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces pratiques du passé, ces injustices que l'Afrique, par exemple, a connues, ont des conséquences encore aujourd'hui sur le développement de ces sociétés. C'est pourquoi j'ai parlé des relations qui sont déséquilibrées entre ces sociétés africaines et l'Occident, parce qu'il y a encore le poids du passé avec des conséquences sur le plan économique, sur le plan du développement en général, etc. Mais cela ne doit pas dispenser, en tout cas, nous dispenser d'une obligation d'interroger ces phénomènes de façon globale. Et il me semble que l'une des manières de poser le problème, c'est d'interroger toutes les responsabilités du passé, mais les responsabilités actuelles également. C'est ça, c'est un peu ça ma préoccupation. Eh bien, excellent. Merci beaucoup, chers collègues. Je pense que nous arrivons à terme pour cette conférence intéressante, riche en informations, riche en analyse. Et je vous remercie, je vous félicite en même temps pour cette belle présentation. Je suis sûr, j'ai appris beaucoup de choses. Franchement, je suis sûr que les personnes présentes aujourd'hui ont appris beaucoup de choses et de votre érudition, de votre connaissance de ce sujet. Je vous remercie mille fois et j'espère qu'on va garder le contact et on va certainement collaborer pour d'autres projets. Pour ceux qui sont présents avec nous, je le remercie encore une fois. Merci d'avoir assisté à cette présentation et j'espère que vous allez vous inscrire pour les prochains événements organisés par notre centre. Merci beaucoup infiniment. Et à la prochaine. Merci, je suis très, très honoré. Merci à vous-même et à votre équipe. Merci infiniment. Merci.